Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cet épisode dédié au racisme, toujours dans le cadre des podcasts Travail et santé mentale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder le sujet du racisme qui, moi, m'est cher, de la perspective du soin et plus particulièrement de comment soigner les plaies du racisme en entreprise. Est-ce que l'amour est la réponse? Et pour ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jamal Ouazani, auteur du livre Amour, mais pas que. En fait, Jamal et moi, on s'était rencontrés en 2012, je crois, à Dubaï, où tous les deux, nous avions des carrières, enfin une vie bien différente de celle qu'on a On aujourd'hui. était influenceurs. Pas du tout. Donc moi, j'étais dans la finance à l'époque, en banque, et Jamal, si mes souvenirs sont bons, tu étais chez Publicis. Tout à fait. Hem, voilà, c'était dans un rooftop et je trouve ça marrant comment on se retrouve aujourd'hui à Paris avec un petit bébé, sur la C'est ça, exactement. Amour, pour parler justement, de travail et de santé mentale. Donc Jamal est l'auteur du livre Amour, mais pas que, il est bien plus que ça. Il est conférencier, alors je les ai écrits, hein, parce qu'il y en a des choses. Donc conférencier, militant pour les droits humains, réalisateur, producteur de podcasts également, dont Jeans, Mhm. que j'ai découvert récemment, où il me semble que tu es le premier à aborder le sujet, de la sexualité, du genre pour et dans le monde arabe, slash musulman. Mhm. Hem, Tu fais aussi la promotion de l'inclusion et de l'équité, tu fais des conférences, mais en fait, et c'est peut-être ça qu'on va retenir, aujourd'hui, et ce qui est au cœur de tout ce que tu fais, et c'est comme ça que tu te définis, d'ailleurs toi aussi, tu es un révolutionnaire et Mhm. tu lances, la révolution de l'amour, et avec comme outil de combat l'amour. Parce que je trouve ça très beau. Donc on va parler de racisme, mais en vrai non, on va parler plutôt d'amour. Jamal, merci d'être présent, aujourd'hui avec moi. Merci C'est de m'avoir invité. l'honneur, et je commencerai par une question toute simple. Mhm. Comment est-ce qu'on peut passer, du cadre diplômé de l'ESSEC, à la voie corporate toute tracée, à un militant de l'amour? Qu'est-ce qui t'a fait basculer, en fait? Comment on bascule dans ça? Voilà. Euh, on bascule dans ça quand on comprend précisément que on n'a plus envie de vivre la vie des autres, mais sa vie à soi. Et que j'étais pris dans un cadre, une norme à suivre, dans le fait d'avoir été diplômé d'une grande école de commerce, dans le fait d'avoir été à l'étranger, dont à Dubaï, pour pouvoir bien gagner sa vie, construire un parcours, une carrière, Et etc. pas que d'ailleurs, tu étais à Singapour, tu étais à New York. Tout à fait. J'étais à Shanghai pendant 3 ans et demi. J'ai travaillé dans des grandes entreprises. J'ai vécu la vie d'entrepreneuriat. J'ai vécu plusieurs stades hiérarchiques en entreprise et aussi plusieurs fonctions en entreprise, de la direction stratégie publicitaire à de la création, à des questions aussi opérationnelles, du jour le jour, à du management, de la RH. J'ai bien compris, disons, le milieu entrepreneurial et le milieu d'entreprise en général, dans les grands groupes, les moyens et les petites agences qui ont été aussi assez catastrophiques comme expérience pour moi, en agence, qui était extrêmement dure psychologiquement. On parle aujourd'hui de santé, j'allais dire santé mentale, donc de racisme, santé mentale. C'est intéressant parce que quand j'ai vécu en agence les premières expériences de vie, j'ai vécu ça comme une personne qui avait besoin de prouver évidemment sa légitimité, sa présence, son entreprise, alors que tout portait à croire sur le papier que j'étais fort dans ce que je faisais. Parce que j'avais une évolution de carrière assez rapide. J'étais très souvent remarqué par les boss, j'étais très souvent l'exception, j'étais très souvent, voilà. Donc j'étais un bon élève, quoi. OK. Mais j'étais pas pour autant propulsé euh, dans ma carrière Que ce que que tu aurais que ce que souhaité. j'aurais souhaité ou que ce que j'aurais mérité en fonction de cette exceptionnalité-là. Et donc c'est là où on se dit que en termes de salaire, en termes de promotion, en termes de rapport temps passé au travail
qualité de travail, je n'avais pas vraiment réussi. Et donc, malgré les échelons gravis, malgré les traversées du désert personnel pour le professionnel, euh, j'ai vécu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences internes que j'ai comprises plus tard. Euh, Sur laquelle tu n'arrivais pas à mettre des mots quand tu oui, vivais parce ça, mais tu que l'as conscientisé après, d'accord. absolument, en fait, je pense que j'arrivais plutôt à mettre des mots dessus, à mettre des émotions dessus. Ce qui était le plus difficile pour moi, c'était de pouvoir le dire parce que j'étais systématiquement gaslighté, c'est-à-dire que j'étais complètement remis en question dans mes émotions par non pas juste les personnes qui exerçaient ces pressions et ces discriminations sur moi, mais qui euh, sont aussi des personnes de mon entourage, des amis, des amoureuses, des personnes de la famille, ma mère, mon père, etc. Qui, Est-ce que tu peux, par rapport à ça, donner un exemple? Donc, c'est quoi? C'est un pic passive-agressive, un petit pic d'agressivité au non, à boulot? l'époque, on n'était pas du tout encore sur le sujet de diversité et d'inclusion. À l'époque, il n'y avait pas encore les trucs de passif-agressif, c'était juste agressif. C'est-à-dire que moi, j'ai collectionné, enfin, j'ai des calepins entiers que je pouvais remplir sur les insultes racistes que j'ai reçues. J'ai déjà été séquestré dans les toilettes par une personne qui m'a menacé. D'ailleurs, tu en parles dans le livre. À un moment, tu dis, on a caché des bouts de lard dans ma salade pour me dire, tu vois, ça ne t'a pas tué. On m'a laissé chanter Cheb Khaled, mais pas Francis Cabrel. On m'a dit que mon père devait mendier pour payer mes études. Donc, est-ce que c'est dans ce registre-là? Oui, oui. Après, en entreprise, c'était beaucoup plus le fait que j'étais intrus dans l'entreprise, c'est-à-dire le fait de pouvoir être un homme arabe musulman en entreprise qui n'avait pas de propos sexistes envers les femmes, qui était plutôt marrant, plutôt fort, plutôt gravissant les échelons, ça pose vraiment problème. Collait pas avec le Ah non, stéréotype. Ouais. voilà. Ouais, c'est comme moi quand j'arrivais à Lille pour mes études. Donc, moi, je suis née, j'ai grandi à Tunis. Et je me rappelle, un des premiers pics de racisme que je m'étais prise, c'est une nana qui me dit, mais en fait, tu parles bien français. Mm, mm, mm. Et Oui, 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 bien sûr. Bah, genre, elle était étonnée, limite, que je parle aussi bien qu'elle, voire mieux que certains qui étaient dans ma classe. oui, effectivement, ça c'est la base de tout. Pour moi, aujourd'hui, effectivement, on s'énerve quand on entend ça. Moi, j'entendais ça vraiment littéralement tous les jours Ok. parce que particulièrement, j'avais pas d'accent maghrébin. Particulièrement, je parlais vraiment bien français ou un français que je pouvais soutenir très fortement sans être vulgaire. Particulièrement parce que j'étais copywriter aussi, c'est-à-dire que j'écrivais des slogans de marque en anglais, en français, dans d'autres langues. Donc j'avais une facilité pour les mots qui me permettait pas d'être juste un maghrébin en Mhm. entreprise et de juste être le Marocain du périph' stratégique, le Marocain qui je sais pas quoi. Et donc j'étais Jamal, ce qui me donnait une identité qui n'était pas que ma race ou mon ethnicité ou ma religion. Sauf que on me renvoyait vers ça, c'est-à-dire que les collègues Ouais. me renvoyer vers ça. C'est vendredi, c'est couscous. On va effectivement te mettre des lards dans ta salade. Pendant Ramadan, j'avais des boss qui venaient explicitement déjeuner devant moi avec la burger, le faire passer sous mon nez pour essayer de me dire que pourtant j'étais un garçon assez intelligent pour comprendre que tout ça c'est des conneries. Et donc, en fait, il y a eu une succession. Dans la toile, c'est un cumul de plusieurs événements, c'est une succession. Il y a pas Ouais. eu finalement un moment ou un point qui t'a fait basculer. C'est vraiment le cumul de toutes ces expériences. Enfin, si, quand même, quand on est séquestré dans une salle pendant 6 heures, quand on nous menace dans les toilettes. Ça a été le moment fort où tu t'es dit, Et ouais, il y a quelque chose. je peux te dire, c'était chez les Gros Mots, une agence parisienne qui était vraiment catastrophique au niveau du management. Enfin, il y avait pas de management. Il y avait une figure de mentor pour moi qui a compté quand même, euh, qui n'était pas manager pour un sou, mais qui était brillant et que j'ai suivi en fait dans ce système-là en me disant que j'allais prouver, etc. Publicis, c'était pas beaucoup mieux, pour être honnête, en termes de santé mentale, mais quand même, c'était assez installé. On m'a quand même dit beaucoup, tu es trop agressif avec les clients, tu leur parles trop fort, ils rigolent, mais bon, il faut pas trop s'amuser, etc. T'es pas là pour faire le comedy club. Ok.
Dans le taxi, on me disait, on n'est pas des vendeurs de tapis. Ouais, mais Bon, ça, on me l'a dit, on me l'a déjà dit ça aussi après une présentation. Mais ça, est-ce que ça rentre dans leur code corporate et ce discours est répété à tout le monde et auquel cas c'est vraiment une culture d'entreprise qui est malsaine? Ou est-ce que tu sentais justement que ce discours n'était dirigé que vers toi et là on tombe dans le registre du c'est racisme? évidemment les 2, c'est juste que c'est dirigé vers moi à l'endroit de la race, de l'ethnicité, de la religion. Pour les femmes, c'était autre chose. À l'époque, il y avait même pas encore MeToo et que les femmes se recevaient des commentaires systématiquement sur leur jean moulant, sur leur décolleté, sur voilà. Moi, je travaillais avec des femmes entreprises chez Publicis, pour pas les nommer, qui en fait, je travaillais sur des présentations pour le Women Network en tant que com. Et qui me disait, en tant que femme manager, une femme, ça peut pas être leader. Donc, non, elle pourra pas passer, elle faudra pas mettre de grosses, elle faudra pas mettre, on a déjà une noire, etc., etc. Donc, c'est des trucs que j'ai entendus, vécu moi-même, et c'est pour ça que j'ai quitté au fur et à mesure ces espaces-là. C'est pour ça que je me suis expatrié beaucoup, parce qu'il faut dire que c'est une culture d'entreprise. Certes, c'est une culture aussi très franco-française, Très franco. parce qu'on n'entendrait pas ça aux États-Unis, pour avoir vécu là-bas longtemps, plusieurs fois et dans plusieurs villes. Il y a beaucoup de travers aux États-Unis, je ne l'apprends à personne, surtout avec le président actuel, mais en revanche, il n'y a pas une culture de l'acharnement raciste et xénophobe et sexiste et transphobe, et etc., etc., qui, du coup, épuise émotionnellement et mentalement les personnes qui travaillent. À la limite, c'est tu dégages, tu viens. Il y a une facilité, effectivement, une flexibilité sur le marché de l'emploi. Mais en revanche, il n'y a pas cet aspect du harcèlement moral qu'on appelle aujourd'hui harcèlement moral ou harcèlement sexuel, qui évidemment s'est beaucoup arrangé avec les années dernièrement, notamment grâce aux militants pour les droits humains, mais aussi grâce aux personnes qui travaillent en tant que consultants, consultantes dans les sujets de diversité, d'équité et d'inclusion en entreprise. Et malheureusement, et je le sais pour en faire partie, nous sommes esseulés, nous sommes épuisés, nous sommes lessivés par des techniques d'entreprise corporate qui sont plutôt d'une façon euh, apparente, acceptante de la diversité, mais qui ne sont pas vraiment fortes dans l'inclusion et qui, du coup, ont une vitrine plutôt qu'autre chose. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est beaucoup dans l'image. C'est marrant parce que moi, je viens du monde de la finance et il y a beaucoup de sexisme, il y a beaucoup de racisme également. Et dans le monde de la pub, on se dit c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus, enfin l'intégration. Mais en fait, non. Et justement, comme tu dis, on est dans la vitrine, on est dans l'apparence, on est dans le côté superficiel, mais dans les fonds, là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est équivalent, voire pire. Oui, parce qu'on s'autorise des choses très sincèrement dans la complicité. Puis à la culture, vous touchez à la culture en fait, Oui, et à mais l'identité. Et donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Autant dans la finance, on peut se dire des trucs, mais à la fin, il y a des résultats à plus B égale C. Et même là, il peut y avoir du gaslighting. Mais vous, là, on est dans le nerf de la guerre en fait. Tu viens d'une industrie où ça touche à l'essentiel. Et aux États-Unis, tu prenais l'exemple des États-Unis, c'est un pays que, par rapport à tout ce qui a été fait, que je regarde beaucoup, que j'observe beaucoup, mais il y a eu des luttes. Enfin, il y a tout un historique, et notamment par rapport au Black Lives Matter, où il y a vraiment eu une avancée dans ce sens. Moi, je vais juste reprendre un petit deux phrases de ton extrait où, en fait, tu racontes un peu donc toutes ces agressions. C'est des agressions, en fait. C'est même pas des micro-agressions, c'est des vraies agressions. Donc, tu parles de Halloween, je n'avais pas le droit de m'habiller en autre chose qu'Aladin, enfin, toutes les choses qu'on a listées. Et à la fin, tu dis, et le pire, c'est que je n'ai rien dit. Pendant longtemps, ma survie dépendait de mon silence. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ces deux dernières phrases. Donc, il y a tout un pavé, hein, j'invite les personnes à lire le livre. Mais en y repensant, je me suis dit, moi, j'ai fait pire. Non seulement je me suis tue, mais j'ai même été jusqu'à rire à certaines blagues où, en fait, en rentrant le week-end chez moi, je commence à ruminer et de me dire, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai ri, en fait, et pourquoi je ne me suis pas défendue dans ces moments-là? Et donc, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on reste silencieux? Parce que, en fait, toi, tu fais partie des gens qui sont sortis du silence, tu as écrit le livre, mais la grande majorité, et même moi, hein, c'est tout récent, là, les podcasts que je fais. Et qu'est-ce qui fait qu'on reste silencieux? Et est-ce que, justement, c'est un cumul de silence qui dégrade la santé mentale?
Et en fait, quand on reste très longtemps dans le silence, et ça, je peux en parler à titre personnel, ça peut engendrer après des réactions très violentes parce que là où on n'a pas réagi, il y a un cumul, il y a un cumul, et puis quand ça explose, ça peut donner des choses pas très jolies. Donc voilà, comment tu expliques tout ça? Est-ce que c'est un déni pour se protéger? Est-ce qu'on veut se fondre dans la masse et tu en parles aussi dans le livre? Voilà, c'est le rapport au silence et comment on peut, justement en sortir? Oui, je pense que j'étais pas seulement silencieux, j'étais complice, effectivement, du système puisque tu ris aux vannes, parfois tu en fais, parfois tu sais qu'il faut pas dire ça, mais tu le dis parce que c'est aussi un moment, de faiblesse. Hem, c'est un moment de faiblesse d'être complice Est-ce que tu veux te faire accepter? parce que tu veux c'était même pas ça pour moi, c'était plutôt, de détourner le regard de moi. Genre j'existe pas. C'est genre, lâchez-moi la grappe. OK. J'existe, mais lâchez-moi la grappe. J'existe plus juste en tant qu'arabe. Donc c'est un mécanisme de protection, le Bien silence? sûr, mais du coup, c'est vraiment, hem, heu, essayer d'éviter une balle pour que l'autre s'apprenne. Ce qui fait que, bien sûr qu'on a besoin de survivre à cette question-là et en même temps, tu sais qu'il y a quelqu'un qui risque de se la prendre derrière. Donc là, il y a une complicité quand même. Il faut se l'avouer et parfois, on te tend le flingue pour tirer, toi tu veux pas et on te dit: «Tire, tire, sinon je te tire dessus». Donc tu tires et donc c'est là aussi où, On hem, devient complice? on devient complice Ouais. et ça, il faut le dire aussi parce qu'il y a personne qui est juste, hem, angélique à partir de 0 ans jusqu'à la fin de sa vie. Il y a personne qui est, complètement diabolique. Il y a des choses qui se passent dans un vécu où on arrive plus ou moins à ressortir et donc moi, en arrivant à New York, j'ai compris qu'on ne pouvait plus dire ces dingueries-là en entreprise. J'ai compris aussi que je pouvais vivre librement, que je pouvais croire en le Dieu que je voulais, que je pouvais être qui je voulais et cetera et puis, j'ai vraiment eu des colères militantes très fortes qui m'ont fait me diriger vers autre chose que le milieu de l'entreprise pour pouvoir m'engager, définitivement, jusqu'à la fin de ma vie pour les sujets, non seulement de diversité et d'inclusion, mais aussi pour les droits humains. Mais au-delà de la question, qu'on se Donc posait tout à l'heure, c'est la question du silence. ouais. Pour moi, en fait, nous sommes, par le patriarcat, emmurés et en silence. Nous avons besoin d'être cloisonnés dans nos cases pour nous étouffer ou vivre dans la norme, ce qui pour moi est synonyme. C'est-à-dire que il n'y a personne aujourd'hui qui peut se réclamer intégralement de la norme, d'une norme qui est fictive, qui est impalpable, qui est une sorte d'idéal mythologique et mythomanique, en fait, puisque tout le monde se ment, tout le monde fait semblant que on a le meilleur corps, on a la meilleure vie ou je ne sais quoi, puisque quand on pose la question à ces personnes-là, elles te disent: «Je suis triste parce que j'ai perdu ma mère il y a 10 jours». Parce que cette même personne qui a 3,5 millions d'abonnés sur Instagram parce qu'elle monte ses abdos, dit aussi, «J'ai une relation compliquée à la bouffe et à l'argent». En fait, nous Parler sommes de vulnérabilité, par définition des êtres vulnérables et donc il y a ici, un sujet de base qui est sur cette vulnérabilité-là. En revanche, là où moi j'ai focalisé mon militantisme, c'est sur les personnes qui ont été vulnérabilisées et non pas les personnes vulnérables. Nous sommes tous vulnérables. Il y a des personnes qui ont été vulnérabilisées. C'est-à-dire et qui sort donc de ce cadre qui a été prédéfini. absolument, mais même pas par pur choix. Souvent, c'est des personnes qui ont été sorties de ce cadre pour la simple et bonne raison qu'elles étaient. C'est-à-dire qu'en tant qu'être vivant, mais qui ne sortaient pas, qui sortaient pardon de la norme, c'est-à-dire des personnes noires, des personnes en situation de handicap, des personnes queer, des
femmes lesbiennes asiatiques, des femmes juives qui sont séropositives, etc., etc. Quand on arrive à l'intersection, on sort des normes, on arrive dans les marges, de la marge, de la marge. Et moi, mon pari sur l'humanité, et notamment avec ce livre-là, c'est de dire que à la marge de la marge de la marge, nous pouvons trouver la substantifique moi de l'humanité. C'est-à-dire que c'est pas en n'ayant cet absolu universel, républicain, laïcard, blanc, qui se confond avec la neutralité, qu'on va trouver l'universel qui va nous toucher. C'est plutôt en allant dans l'ultra particulier de chaque personne qu'on pourra se toucher les uns les autres. Et je crois que, sincèrement, cette façon de pouvoir sortir du silence dans lequel on nous a emmurés, c'est se rendre compte qu'on ne pourra jamais, jamais, au grand jamais, être ni dans la perfection, puisque qu'on soit croyant ou pas, moi en tant que croyant, je dis seul Dieu est parfait, mais au-delà de la question de l'imperfection, de se dire que on ne pourra jamais être dans la norme de l'idéal, qui est la perfection de l'idéal. Et en fait, l'idéal, c'est de se dire je suis un homme de 30 ans, blanc, hétérosexuel, cisgenre, valide, bourgeois, qui a une maison de campagne avec deux labradors, une femme, des enfants, poussette yo-yo dans le 9e à Paris. Je travaille chez Google, je vois. Et en fait, cet idéal-là est une fiction collective que nous racontons ensemble comme un idéal à suivre, alors que très souvent, cet homme-là est en dépression. C'est marrant parce que tu touches au burn-out alors que je pensais pas du tout faire un clin d'œil au burn-out. En fait, tu dis c'est comme s'il y avait un manuel, parce que là, tu as parlé de patriarcat, mais il y a ce que tu appelles hétéro-capitalo-patriarcal. Certes, En fait, genre, le bonheur, voilà le manuel. Et d'ailleurs, en entreprise, on arrive, voilà les procédures, voilà le cadre, etc. Et dès que tu en sors un peu, parce que tu as des idées différentes, tu es créatif, tu as une singularité qui te fait distinguer de ça. Et même dans ce manuel, aussi aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'addictions, beaucoup de burn-out, beaucoup de bore-out, parce qu'on ne se reconnaît plus dans son identité. c'est vrai que la question du silence, elle est très importante puisqu'elle nous permet de pouvoir comprendre ce qui nous terrifie. Le silence, il est organisé très souvent par la peur de perdre et de tout perdre. Sauf que moi, quand je parle d'amour dans mon livre comme un outil révolutionnaire, c'est de se dire que on doit avoir un élan en sachant qu'on peut perdre parce qu'on a justement tout à y gagner. Et que le silence, c'est l'outil principal du patriarcat. C'est la question de la silenciation. Il y a des silences qui sont d'or, qu'on a besoin d'avoir pour prendre des pauses, pour méditer, pour se dire sans le langage de la langue, avec vraiment littéralement la langue. Mais il y a des silences comme ceux de l'inceste, comme ceux des violences sexuelles, comme ceux du harcèlement sexuel en entreprise qui durent depuis 9 mois, comme ceux des mails incessants, comme ceux des mains baladeuses dans un after-work, etc., qui font que ces choses passées sous silence deviennent des terreaux d'infertilité et personnelle et professionnelle. Et c'est là où la santé mentale dégringole. Et sortir du silence, c'est se dire, nous avons en fait plus à gagner qu'à perdre en tant qu'être humain, humaine, à sortir du silence, puisque il est certain que nous ne sommes pas seuls. Mais pour savoir que nous ne sommes pas seuls, souvent, l'être humain a besoin d'être rassuré par d'autres personnes qui prennent la parole avant. Et il y en a souvent un qui sacrifie, Voilà. qui est le premier. Et après, on a d'autres qui disent moi aussi, un peu comme Tout le à fait. mouvement MeToo, mais le premier qui va faire ça. Et pour moi, tu fais partie des premiers. Il faut beaucoup, beaucoup de courage. Et tu l'as dit. Alors justement, et je pense qu'en entreprise, on manque beaucoup de courage, en entreprise, mais aussi généralement politiquement, on manque beaucoup de courage. La question du courage, moi, c'est pas, je suis ni Mère Teresa,
ni Gandhi, ni une forme de réincarnation d'un ange gardien pour l'humanité. J'ai pas de posture messianique ni rien. En revanche, j'ai une volonté claire de dire, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous écouter et je vous crois. Ce qui est une posture féministe de base, mais ce qui n'est pas évident, surtout en entreprise, puisqu'il y a une question d'argent, une question de statut, une question de posture. Et donc, ces personnes-là De ont... rapport, de dominant-dominé, Voilà, et d'employeur-salarié. employeurs salariés, etc. Mais les personnes n'ont pas le courage forcément de perdre au niveau économique, mais plutôt de se perdre émotionnellement eux-mêmes au niveau mental et au niveau personnel. Et donc, ça veut dire qu'on se recroqueville dans notre identité, on se recroqueville dans nos vécus pour garantir une norme, une perfection, un idéal qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est nos vulnérabilités. C'est pas la façon avec laquelle on vulnérabilise l'autre. Je vais quand même prendre le temps de lire un petit passage où tu dis penser notre infinie complexité, c'est mieux nous réparer. Penser les identités dans leur intersection, c'est les penser. Je veux faire briller toutes les identités qui ne sont pas dominantes. Méditer l'intersectionnalité, c'est prendre conscience que chaque expérience minoritaire recèle une dimension universelle et s'assurer de ne plus laisser personne de côté. C'est reconnaître que la France a un visage plus interculturel, intergénérationnel et intersectionnel qu'on nous le fait croire. C'est trouver un écho en chaque personne qui me lie pour effleurer l'universalité sans plonger dans l'universalisme. Il ne peut y avoir de féminisme que s'il est intersectionnel et prend en compte toutes les réalités. Il ne peut y avoir de féminisme... Ouais, c'est ça. On prend en compte toutes les réalités. Donc ça rejoint un peu où Oui. tu te dis, je me suis intéressée aux personnes, on est tous vulnérables, mais aux personnes qui ont été vulnérabilisées. Est-ce que pour toi, l'intersectionnalité, et peut-être tu peux l'expliquer dans des mots très simples, le concept d'intersectionnalité permet une meilleure santé mentale? Et si tu peux développer autour de ça, et comment, alors je sais qu'on va rester dans des idées aujourd'hui, mais concrètement, si moi j'ai une entreprise et j'écoute ce podcast ou je veux changer la culture de mon entreprise, comment est-ce que je peux appliquer l'intersectionnalité dans le monde de l'entreprise pour améliorer et changer tout ça? L'intersectionnalité, c'est un concept, un outil de lecture du monde qui a été théorisé par Kimberly Crenshaw aux États-Unis en 1989 dans un article dédié à ça, qui est un terme popularisé, qui a été déjà conceptualisé par le Combahee River Collective à l'époque, mais en tout cas, elle est partie en tant que juriste afro-américaine d'un cas d'entreprise, et c'est intéressant de le dire, puisque c'est quelque chose que je mentionne beaucoup dans mes conférences, mais c'était le cas de General Motors aux États-Unis, à Detroit, je crois, et de 5 femmes, dont une, Emma de Graffenried, je crois qu'elle s'appelait, et qui, du coup, a porté plainte pour licenciement abusif contre General Motors. Et donc, ces 5 femmes-là étaient noires, et donc demande dans les années 70, fin des années 70, elles demandent, en 76, je crois, elles disent, bah, vous nous avez licenciés abusivement. Sauf que General Motors, avec leurs avocats, disent, bah non, c'est pas possible, puisque il n'y a pas pu y avoir de licenciement abusif du fait d'être des femmes noires, puisque nous avons des femmes en entreprise, qui sont des femmes blanches, qui sont secrétaires, et nous avons des hommes noirs qui font le ménage et balaient et ont des métiers d'ouvriers en usine. Donc nous pouvons n'être ni racistes, ni sexistes. Et c'est là l'impensé qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sexisme ni de racisme, il y a ce qu'on appelle une misogynie noire, un racisme sexuel ou une sexualisation sexisme, un sexisme raciste à l'endroit d'être une femme noire. C'est pas juste qu'elle cumule racisme et sexisme, Oui. c'est qu'elle produit une intersection précise pour son cas, elle, en tant que femme noire. Donc, elle n'est pas discriminée en tant que femme, elle n'est pas discriminée en tant que noire, elle est discriminée en tant que femme noire. Et donc là, s'ouvre un autre volet
qui précise, donc comme je viens de l'appeler, donc comme a théorisé Moya Bailey, qui est une afroféministe queer théoricienne, notamment du genre et de la race, mais qui appelle ça de la misogynie noire, c'est-à-dire ce racisme systémique qui est à l'endroit de ces femmes noires-là, et qui construit un propos discriminant à leur endroit. Donc en partant de ce principe-là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup comme clé de lecture pour comprendre ce que vivent, par exemple, les femmes maghrébines en entreprise en France, ce que vivent les hommes maghrébins en France aujourd'hui en entreprise, ce que vivent les personnes noires généralement, ce que vivent les personnes qui sont des femmes en situation de handicap qui subissent dans les études allemandes, anglaises et françaises jusqu'à 4 fois et demi plus d'attouchements indésirés ou d'harcèlement sexuel que les femmes valides. Quand on croise ça avec le fait qu'elles soient femmes lesbiennes en situation de handicap, on triple encore le chiffre. Et ça, d'hommes comme de femmes. Ok. Mais évidemment, dans une écrasante majorité d'hommes. Donc en fait, dès qu'on croise les identités qu'on vulnérabilise de manière systémique dans la société, alors on arrive à des personnes qui sont non seulement discriminées, marginalisées, mais vulnérabilisées de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, l'amour est un outil politique, de la même façon que l'intersectionnalité, pour pouvoir répondre à cet aspect-là. Moi, j'imagine un monde où on pourrait être amoureux de ses collègues. Pas dans le sens, évidemment, d'une partout généralisée, en after work, mais dans le sens de, c'est pas juste des personnes que je peux blairer et de qui je me plains le soir en rentrant, comme littéralement 99% de la population qui travaille en entreprise et qui, généralement, a toujours des choses à redire de leur boss ou de leur stagiaire ou de je ne sais quoi. Donc, l'idée, c'est de retrouver une forme d'empathie non sélective avec les personnes du bureau, avec du respect profond, avec des questions de consentement établies, avec des propos tenus qui ne sont pas racistes, sexistes, transphobes, homophobes, etc. Et qui puissent rentrer dans le cadre, non pas juste d'une déontologie qu'on signe en arrivant à l'entreprise que c'est jamais respecté, mais plutôt dans le sens d'un amour communautaire où on se dit travaillons ensemble vers le même objectif. Et c'est ce que les start-upers appellent on est une famille, on est une famille. Mais la vérité, c'est que on n'est pas une famille, puisque en famille, Et même en famille, il y a le silence, il y a le patriarcat, exactement, il y a le l'inceste, dinosaure, mais il y a l'inceste. il y a les attouchements, il y a etc. Donc en fait, c'est là où aussi le milieu de l'entreprise doit comprendre que si les personnes restent silencieuses, c'est parce qu'elles ont peur de perdre leur emploi. Si elles parlent. Et pourquoi elles ont peur de ça? C'est parce qu'il n'y a pas encore de prédisposition et de dispositif clair sur comment on gère une situation raciste. Puisque quand il y a une situation raciste qui émerge, On a même peur d'aller voir mais le pourquoi? RH. Parce qu'en fait, la RH va nous dire, mais vous dites n'importe quoi. Parce que de la même façon quand on va voir la police en tant que femme qui a subi un viol dans une rue ou à la maison, on va lui dire, mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous étiez habillé comme ci? Est-ce que vous étiez bourré? Est-ce que je ne sais pas On aura quoi? sans doute Eh ben, ça, c'est du gaslighting racial. On va du point de vue précis d'une femme qui va, par exemple, subir des remarques incessantes sur ses boubous parce qu'elle est habillée de manière colorée et que c'est une femme noire, ou que elle est un professionnel puisqu'elle a décidé de porter une afro ce jour-là, qu'il y a des collègues femmes qui s'autorisent en tant que femme à lui toucher les cheveux à la pause café, et que aller avec ça comme vécu contenu chez une RH, chez une boss, chez une personne confidente en entreprise, très généralement, est occasionné par un refus d'accepter cette situation, cette histoire. Et donc, C'est double rejet, c'est double peine en c'est fait. double peine. Et donc, c'est là où l'intersectionnalité est intéressante, c'est qu'elle vient visibiliser les parcours où on dit peut-être que tous les noirs ne sont pas des hommes et peut-être que toutes les femmes ne sont pas blanches. Ok, intéressant. Et donc en fait, enfin, c'est remettre l'humain, avoir de l'empathie, à s'intéresser à nos vulnérabilités, c'est remettre vraiment l'humain au centre de l'entreprise. Et pour ça, ça peut être, je sais pas moi, si je veux ramener ça à du concret, des workshops où chacun va s'ouvrir un peu plus, ou va raconter des anecdotes personnelles, ou enfin, pour moi, il faut qu'il y ait de l'émotionnel qui rentre, parce que
tout le monde ne peut pas se permettre de perdre justement sa situation, son emploi, sa situation, sa sécurité financière, et tout le monde veut bien rejoindre ce mouvement de la révolution de l'amour, mais si on peut déjà commencer là où on est dans l'environnement, dans lequel, on se trouve, alors peut-être il y a un peu d'espoir avec tout ce qui est ESG, où on remet un peu l'aspect social et l'humain au centre du débat. Mais pour moi, ce que tu dis, cette empathie, ce côté humain, parce qu'en fait, le livre parle d'amour, mais le contrepoids de l'amour, c'est la haine, mais c'est même pas la haine, moi je dirais c'est la peur, et la peur elle vient de l'ignorance, des préjugés. Hem, oui, donc en fait, il faut vraiment ouvrir le débat, et il faut que chacun puisse raconter, Oui. qui il est, et pas juste ce déguisement qu'on met tous les jours quand on va, dans le monde corporate. Oui, puis ouvrir le débat, je trouve qu'on en a assez fait. Moi, je suis plus du tout dans une période d'ouverture du débat. Les débats, ils ont été ouverts et réouverts encore. Je pense qu'il y a eu assez de femmes féministes pour dire et redire et re-redire encore ce qui pose problème dans la société patriarcale. C'est pas depuis hier. Je crois qu'il y a une politique claire qui est entretenue par un système qui fait système. Donc le racisme systémique, c'est ça. C'est l'institution, c'est l'entreprise, c'est les gens, ce gaslighting racial, c'est le fait qu'on ne soit pas cru ou entendu, c'est le fait qu'il n'y ait pas de sanctions, c'est le fait qu'il n'y ait pas forcément, moi je suis contre la justice punitive pure, mais en tout cas que dans ce système en transition, qu'il puisse quand même y avoir des conséquences aux actes, qu'il puisse y avoir des effets de réparation, qu'il puisse y avoir des discussions réparative et non pas juste une ouverture du débat. Il ne s'agit pas de faire des pauses déj où on prend tout le monde et on dit est-ce que vous pensez que dire bougnoul, c'est vraiment une bonne idée? Non, moi je ne veux pas de ce débat-là, j'en ai rien à carrer. En revanche, de dire le prochain qui dit bougnoul, il est viré, c'est une posture politique qui met fin au racisme systémique. Sauf que, quand tu dis tout à l'heure, euh, tout le monde n'est pas prêt à perdre son emploi, tout le monde ne peut pas s'autoriser à faire ça, c'est plutôt personne ne peut s'autoriser à faire ça. Il n'y a personne aujourd'hui qui a assez de courage pour perdre son emploi, sa situation économique, qu'on soit dans une situation de RSA ou de SMIC, ou dans une situation de patron du CAC 40. Et bien évidemment que je suis beaucoup plus en solidarité avec les personnes qui n'ont rien, qui ont le RSA ou une situation de SMIC. Ces personnes-là, qui souvent ont des familles, souvent sont monoparentales, souvent sont des femmes, souvent sont des femmes précarisées par l'emploi, souvent sont des femmes marginalisées du fait de leur couleur de peau, de la question raciale, etc. Ces personnes-là n'ont pas forcément le temps, effectivement, d'être dans la rue à manifester, et pourtant le font. Elles n'ont pas forcément la possibilité de tout de suite rebondir si elles se font virer parce qu'elles ont parlé haut et fort pour défendre une collègue qui a subi un attouchement sexuel. Mais ces femmes-là, souvent, le font. Le font quand même. Pourquoi? Parce que ces femmes-là sont conscientes que la sortie du silence est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont plus conscientes que toutes les autres de la nécessité collective de guérir. Et c'est là où la santé mentale devient un sujet intéressant en entreprise, c'est que le racisme, comme il est systémique et qui touche en particulier les personnes à l'intersection, elles sont les plus à même de comprendre que la domination s'exerce sur une personne, et généralement, c'est là où les solidarités se tissent le plus vite possible. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de crier haut et fort pourquoi la majorité silencieuse est silencieuse, puisque les minorités non silencieuses se font éjecter. Mais la majorité silencieuse a peur de se faire éjecter et ne parle jamais. Et c'est là, moi, mon propos, c'est que le jour où toutes les personnes collectivement, dans une rame de métro, vont se ruer vers un mec qui essaie de voler ça d'une femme, plutôt que de rester à faire en sorte que, oh, on n'a pas vu, oups, je suis avec mes écouteurs, Merci, oups, je ne ça sais ne pas quoi. concerne pas. De la même façon que dans une blague de bureau un peu vaseuse, il y a un gars qui va dire ah mais de toute façon chez vous il y a des chameaux. En fait, que personne ne se lève et dise pardon Henri, t'es mon boss, mais je peux plus te laisser dire ça. Moi devant moi plus jamais. Je m'appelle Charles, tu t'appelles Henri.
Lui, il s'appelle Mouloud. Mais moi, plus jamais devant ça. Mm. Je veux plus. Sinon, here's my resignation letter, tu vois. Et là, on a une action concrète. Donc moi, j'en ai fini avec les majorités silencieuses et avec les débats infertiles, stériles, qui permettent justement l'immobilisme moral et l'apathie morale. Moi, ce que je veux, c'est de l'action. Oui, c'est de l'action et ça Et passe par des lois, ça passe par des. ça passe par des lois, ça passe par des discussions, ça passe par des petits déj, ça passe par mille et une façons de faire. Moi, je suis le premier à trouver des milliers de solutions en entreprise avec les clients que j'ai. En revanche, l'action. L'action, ça demande aussi de la volonté, de l'effort, de l'intention et très souvent en entreprise, du budget. Si les personnes ne mettent pas le budget nécessaire pour ça, si elles veulent m'inviter pour 3 copecs ou pour la beauté de la terrasse, qu'on m'a déjà dit, je crois qu'il est nécessaire de comprendre que déjà, ça fait 20 ans que toutes les études les plus complètes du monde, les plus sérieuses du monde, les plus scientifiques du monde, mais aussi de consultants, de Google, de ce que tu veux, démontrent que la diversité et l'inclusion sont des facteurs de chiffre d'affaires beaucoup plus importants à la fin de l'année, que la productivité augmente, que la créativité augmente, que l'innovation augmente, parce qu'on se sent bien, mais aussi parce que les avis, les opinions sont différents, parce que la créativité se décuple, parce que on multiplie les opinions et les visions du monde et les perspectives sur les produits avancés parce que il y a des femmes noires, des femmes en situation de handicap, qu'il y a des femmes trans, etc., qu'on n'avait pas vu ça comme ça avant, et que du coup, on arrive à un produit, à une marque, à un service qui permet d'appeler de nouveaux marchés. Donc en fait, si vraiment ils veulent être dans une perspective capitaliste, pure et dure, ils devraient considérer ça. considérer la diversité et l'inclusion plus tous les jours. Très intéressant. Bah voilà, on a l'argument financier et l'argument capitalistique pour ça. Pour parler de racisme systémique, tu parles d'islamophobie systémique en France. Donc, en fait, la population arabe slash musulmane représente à peu près 10% de la population française. Et alors, moi, ce que je trouve intéressant, parce que, bon, donc tu parles de ça, donc oui, ça existe et les personnes qui souffrent de ça sont des victimes, mais tu appelles à, et notamment dans le chapitre L'amour contre les haines, alors, je vais rapidement lire Mourir ou mûrir face à l'islamophobie systémique. Comment faire communauté sans se faire taxer de communautariste. Comment jeûner pendant le ramadan quand votre boss vous fait passer un burger sous le nez. Enfin, tout ça. Comment repenser son islamité quand on vous répète que c'est la source de tous les fléaux. L'islamophobie est une peur ou une hostilité menant à la stigmatisation, voire à la discrimination des personnes musulmanes, mais aussi de l'islam. Et d'ailleurs, ton livre, le titre, c'est Révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et aux musulmanes. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est un mot, c'est mûrir. Et d'ailleurs, ça rejoint à ce que tu dis en entreprise. Il faut que, enfin, pour intégrer tout ça, il faut le repenser autrement. C'est pas juste des débats stériles. Donc, cette déviation que tu, enfin, c'est même pas une déviation, c'est un enchaînement. Donc, constat d'islamophobie systémique. Et tu enchaînes avec la sclérose de la pensée musulmane. Et on passe à l'urgence de l'effort d'introspection et de remise en question. Et moi, ce mot mûrir, parce que tu touches au Coran, tu touches à l'islam, tu touches aux musulmans. Donc, tu dénonces quelque chose, l'islamophobie systémique, et pas que, hein, tu dénonces plein d'autres choses. Tu parles d'intersectionnalité et tu invites, tu encourages à ce concept, enfin, c'est même pas un concept, c'est une réalité, c'est une action de mûrir. Donc, ma question par rapport à tout ça, c'est qu'est-ce que tu entends au juste par mûrir à l'échelle personnelle, et peut-être si on a le temps plus global en entreprise, et aussi comment ça a été accueilli, parce que comme tu dis, tu n'es pas Mère Teresa, tu n'es pas un messager particulier, mais voilà, moi ce concept de mûrir, si tu peux développer davantage autour de ça, et me dire comment ça a été accueilli. Parce que mûrir, tu fais aussi un clin d'œil à la relecture du Coran, tu fais aussi à... En fait, tu passes de... On n'est pas des victimes, toi aussi tu as ton rôle à jouer, et toi aussi tu as ta part dans ça.
Et un petit clin d'œil aussi à quand on fait une psychanalyse, mûrir, ça commence par se poser les bonnes questions et ça commence par qui je suis, quelle est mon histoire, comment je me positionne. Voilà, donc mûrir pour moi, c'est venu en lisant le livre. Ça a été un des mots, enfin une des gifles que je me suis prise. Donc tout ça. Euh, pour moi, mûrir, c'est aussi important que mourir. Puisque l'islamophobie, elle est tellement étatique, systémique, et on le voit depuis quelques semaines de manière criante, alors que moi, je la vis de manière criante depuis les 18 dernières années que j'ai passées en France, sachant que j'ai habité toute ma vie au Maroc, donc je n'avais pas cette islamophobie-là présente. Et je dis évidemment dans le livre que je me suis découvert arabe en France, etc. Ah, t'es exposé ici à ça. Voilà, j'ai compris en fait mon arabité, mon islamité ici. Et donc, quand on est au quotidien renvoyé à cette place-là, évidemment que tu veux pas jouer la victime, mais on te dit que tu n'as même pas le droit d'avoir un discours victimaire, puisque ce serait trop faiblard. Et donc, on n'a Et tu n'as pas pas le droit d'être faiblard. la parole de faiblard, évidemment. Alors, en plus, en tant qu'homme C'est pire. arabe musulman, tu es censé performer une masculinité qui est celle, justement, de la non-émotivité. C'est pas seulement d'être un dandy parisien qui aurait le droit à l'émotion, d'être ému devant un opéra, mais un homme arabe musulman, il est censé être agressif, violent Donc et double injonction. double T'es pas injonction. une victime Voilà. et t'as pas le droit de. Donc moi, en tant qu'homme arabe musulman féministe qui se revendique vulnérable objectivement et ouvertement devant le monde entier s'il le faut, je réponds peu à l'ordre du genre en tant qu'homme, mais je réponds aussi peu à l'ordre de la race en tant qu'homme arabe. Et donc là, mourir ou mûrir sont les deux destins que me confère l'islamophobie d'État et l'islamophobie systémique. Puisque on le voit avec Aboubacar Cissé, qui est mort de 57 coups de couteau poignardé dans une mosquée en train de prier. C'est-à-dire que ça m'a tellement retourné sur la violence, alors que je sais qu'on meurt de ça aujourd'hui en France. Je sais qu'il y a eu 33 tentatives ou incendies en France depuis les 3 dernières années. Je sais que Retailleau c'est pas un attentat islamophobe, c'est un acte anti-islamiste. Il est ministre des cultes, ce gars. Je sais que Zemmour va dire le Malien aurait dû être expulsé, sinon il ne serait pas mort. Tout ça, je sais. Mais je vis dans ma chair le fait qu'il y a un génocide en cours en Palestine et qu'on ne peut pas en parler en entreprise. Que ça fait 1 an et demi qu'on m'appelle beaucoup moins en entreprise, puisque on voit mes situations géopolitiques et que mes conférences n'arrêtent pas de s'annuler pour des raisons que j'ignore et que je connais en fait très bien. Et donc, le fait de déclamer les problèmes au Congo, la question de la diversité et de l'inclusion, le fait que les femmes qui portent le foulard puissent se les faire enlever dans le métro, le fait que des hommes sont attaqués au couteau dans une mosquée et en dehors des mosquées, le fait que des mecs se fassent égorger, le fait que des humoristes puissent être censurés tout simplement parce qu'ils ont un bonnet et une barbe, le fait qu'il y a beaucoup de politiques qui ont déposé des lois pour interdire les barbes. Moi, à l'époque de Publicis, j'avais pas du tout la pilosité faciale d'avoir ne serait-ce qu'une barbe de 3 jours. Et on ne comprenait pas pourquoi j'étais stylé physiquement en termes de vestimentaire. Et on m'appelait le hipster, le musulman hipster. On ne comprenait pas pourquoi ça pouvait se conjuguer. Et donc, il y avait déjà une sorte de moquerie généralisée sur le fait que ça ne concordait pas. Le fait que je m'appelle Jamal et le fait que je sois stylé, hipster, etc. Et en fait, cette dimension-là était déjà une forme d'assignation à résidence, d'assignation au silence, d'assignation à une identité que je ne portais pas forcément à cette époque-là, de manière aussi concrète qu'aujourd'hui. Et justement, j'ai essayé de m'effacer.
je dis dans le livre que j'ai essayé d'être aussi peu Jamal que possible. Et en fait, cette dimension d'effacement, c'est mourir. C'est la petite mort au fur et à mesure. C'est de voir ces attentats. Silence qu'on a dit au début. Évidemment, parce qu'on a aussi peur. C'est pour ça aussi qu'on voit des... Identité. Oui, et du coup, on a peur aussi d'aller en entreprise. Il y a beaucoup de femmes musulmanes qui portent le foulard qui ne vont même pas se présenter, qui sont ultra qualifiées, qui sont ultra compétentes, mais qui vont même pas se présenter en entreprise parce qu'elles savent déjà qu'on va leur dire, ouais, mais ça, va falloir. Et il faut préciser que dans les entreprises privées, il est interdit, absolument interdit de refuser une femme puisqu'elle porte le foulard. C'est une discrimination claire, objective de la loi. On peut s'exposer à des peines très lourdes d'emprisonnement et des amendes très lourdes pour l'entreprise et pour la personne en question. Donc, en fait, Pourtant, dans la pratique, c'est tout autre chose. mais dans la pratique, c'est journalier. Ça veut dire que les femmes musulmanes ne vont même pas essayer de travailler ou quittent la France à cause de ça. On a vu les énormes exodes euh, de la France à l'étranger, sur la Belgique, la Suisse, le Canada, pour ceux qui pouvaient se le permettre, l'Espagne, l'Italie, mais aussi le retour au pays, le retour des MRE, des Marocains résidant à l'étranger, le retour des personnes qui font réaliser le rêve de leurs grands-parents algériens en rentrant au pays, mais qui se retrouvent du coup en tant que Français nés en France, le cul entre deux chaises, dans les questions des cultures à reconquérir, etc. Et donc, en fait, c'est très, très difficile puisqu'il y a une chasse aux sorcières qui sont, en l'occurrence, des sorcières maghrébines et noires, bien sûr, en France. Donc, cette question de l'islamophobie, qui est évidemment très reliée aux Noirs et aux Arabes, mais en fait, qui est tellement multiple en France, et c'est le but de mon livre aussi, c'est de dire que il y a des personnes sud-asiatiques qui sont pakistanaises, qui sont bangladeshis, etc., qui sont en France et qui sont musulmanes, mais dont on ne parle jamais. Il y a les personnes turques, surtout dans l'est de la France, qui sont aussi des personnes musulmanes et qui ne sont jamais évoquées, à part pour dire que on a mangé un kebab à minuit après une fête, etc., etc. Donc en fait, qui sont réduites au silence de ce point de vue-là aussi. Et donc, tout ça pour en venir à la question de comment mûrir. Mon seul destin face à la mort sociale ou à la mort effective de mon corps par l'islamophobie d'État, c'est de mûrir. C'est-à-dire de revenir à qu'est-ce qui fait mon identité? Est-ce que je dois l'effacer? Est-ce que je dois la soustraire? Est-ce que je dois tout simplement la recroqueviller sur elle-même pour essayer de survivre? Et moi, j'ai pas envie de survivre, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre pleinement, puisque que ça vous plaise ou non, je suis et je serai arabe musulman ici en France, et je ne resterai pas juste contre vous, je reste pour moi. Et donc à partir de ce moment-là, je mûris sagement mon choix de continuellement être et français et musulman dans une France qui est de plus en plus islamophobe. Et donc, l'idée, c'est de mûrir sagement cette idée-là et donc de travailler, d'investir, de se réapproprier nos récits, d'écouter des personnes qui, comme moi, ont pu. Il n'y en avait pas beaucoup autour de moi, mais donc, du coup, j'ai dû créer ces médias-là, créer ce livre-là. Et en fait, partir de l'idée aussi que si j'ai eu un moment d'impulsion pour ça, pour mûrir, au lieu de me laisser mourir, c'est de lire le Coran. Et en lisant le Coran par moi-même, j'ai mûri, je suis devenu adulte, j'ai choisi ma religion et je n'ai pas juste hérité. Je suis redevenu musulman, j'ai choisi l'islam, j'ai lu le Coran par cœur au lieu de juste l'apprendre par cœur. Et donc c'est là où j'ai mûri le message amoureux que portait le message divin, amoureux pour ses créatures et sa création, amoureux pour le vivant, amoureux pour toutes les choses que je ne pensais pas être possibles et dignes d'amour, dont moi, puisque j'étais laissé à mourir. Donc, je crois que mûrir est l'acte révolutionnaire, mouvant de l'amour, réinjecté en nous face à la peur, face à la division, face à la haine et face à la mort. Je trouve ça très très beau ce que tu dis, ça me touche parce que, en effet, pour pouvoir aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et donc, ce côté où on rejette, où on est dans la discrimination, dans l'islamophobie systémique,
ça ne représente finalement qu'une part de haine de soi, parce que ça fait partie en fait de Tout à cette France multiple et de cette pluralité. Et c'est pour ça que l'amour de soi, c'est d'abord un amour du soin. C'est un amour de comment on prend soin de soi, comment on fait ses ablutions quand on est musulman, comment on fait sa prière quand on est musulmane, comment on se masse mutuellement, comment on se câline, comment on respecte la pudeur de chacun, le consentement de chacun, mais en même temps on se touche émotionnellement ou physiquement, comment on refait communauté, la Oumma, qui est une communauté mère, littéralement, comment on retrouve l'empathie non sélective, c'est-à-dire que autant s'énerver sur l'idée qu'un rabbin se fasse tabasser dans la rue par un acte purement antisémite, que de voir des personnes traversées par la peur en regagnant leur chez-soi, puisqu'elles sont des femmes, tout simplement. Et ne pas avoir de sélection pseudo-naturelle à entrer en empathie avec les gens. Et donc c'est ça pour moi, l'amour communautaire, l'amour en tant qu'absolu, mais en tant aussi que physicalité de ce qu'on ressent. L'amour de soi, c'est un amour du soin, parce que la guérison collective n'est occasionnée que si et seulement si on se guérit soi. C'est quand on voit en soi la différence qu'on a avec les autres, mais la différence en soi qu'on porte avec soi-même. C'est qu'on accepte. Et que C'est ça si on l'accepte, enfin, ces différences-là en soi, ces contradictions, ces sujets divisés, comme les diraient les psychanalystes, en fait, cette division, cette dissonance cognitive qu'on vit continuellement, cette différence en soi, il faut pouvoir l'embrasser. Et à l'inverse, je dirais qu'il faut pouvoir se débarrasser de l'indifférence. Voilà. Bien compléter ça. Il y a plein de sujets, mais on va pas avoir le temps malheureusement. On arrive à la fin. Franchement, il y a plein de choses que je voulais évoquer avec toi parce que ton livre, il a aussi été très riche en termes de diversité et d'inclusion. La communauté LGBTQIA+, Oui. ta relecture du Coran et le fait comment dire, de réconcilier, de réparer là où il y avait aussi des héritages qui sont faux, l'invitation à mûrir et à se soigner d'abord soi-même et à se réapproprier son histoire. Enfin bon, il y a tellement de sujets, mais là, je pense qu'on va pas avoir le temps. Moi, j'aurais voulu savoir comment tout ça, parce que en fait, tu mènes plusieurs batailles, tu as tellement voulu être dans la diversité, dans l'inclusion, que tu as fait très large. Donc, je me dis, Jamal, oulala, c'est pas une montagne qui s'attaque, c'est à plusieurs... Le passif fondanier. Et donc, je me dis, il a dû y avoir des reprises. Enfin, tout le monde n'est pas aussi ouvert d'esprit, tout le monde n'est pas aussi dans la nuance que moi, mais il y a dû y avoir des résistances, il y a dû y avoir un marché énorme. Donc, je voulais savoir comment ça a impacté ta santé mentale. Très rapidement, si tu pouvais parler à titre personnel et comment tu gères ça. Et enfin, mais on n'aura pas le temps, tu parles de la non-violence, la communication non-violente et l'amour. Tu parles de mothering. Tu parles de ballroom, tout ce qui est famille, tout ce qui est communauté. Donc moi, j'ai noté l'importance de la culture, de l'histoire, connaître son histoire et la raconter, l'art, l'expression, ces trois concepts, communication non violente, mothering et ballroom. Et ce que j'appellerais moi l'énergie féminine, donc la coopération, la compassion, la connexion. Est-ce que ça résume bien ton message d'espoir pour aujourd'hui et demain? Et qu'est-ce que tu aimerais rajouter comme note un peu peut-être positive pour toute personne qui souffre de racisme et dont la santé mentale en paye le prix aujourd'hui et qui nous écoute? Voilà. Alors, il y a à peu près 46 questions. Alors, non, je vais résumer. La première, c'est ta santé mentale. Ouais. Parce que toi, tu es passé à l'action. Tu as Oui. ri. Alors, ma santé mentale, Ça n'a pas été toujours bien accueilli, ça. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Dans la santé mentale, très rapidement, moi j'aime bien citer une poétesse afro-américaine lesbienne qui s'appelle Audre Lorde, qui est un peu la personne que j'ai beaucoup lue et qui m'a accompagné dans plein de moments de désarroi et qui a vécu avec le cancer, qui a pris des positions très anti-validistes, donc sur la question du handicap, etc. Et prendre soin de soi est un acte politique révolutionnaire d'autopréservation. Je me dis ça au quotidien, en même temps que je me dis,
Hope is a discipline, qui est une phrase aussi d'une femme afroféministe assez radicale, anticarcérale, qui s'appelle Mariam Kaba. L'espoir est une discipline qui parle aussi de cette question de l'espoir, de tous les jours se dire que on va continuer à espérer, on va continuer à croire en un futur, on va être actif, se mettre en action, en mouvement, en révolution vers cet espoir-là et pas juste en attentisme dans cet espoir-là. Quand tu as 10 conférences qui sont annulées, tous les matins, tu te réveilles et tu médites ces messages Je suis encore là. d'espoir. Je suis encore là et je suis là à parler de ces choses-là et j'ai pas peur. Je suis mu par l'amour, je suis pas mu par la peur. C'est un gouvernail de vie de se dire, je fais les choses comme je peux. C'est injuste. Ma santé mentale actuellement, si je prenais la température, elle serait au plus bas parce que beaucoup de choses négatives professionnelles, beaucoup de choses négatives euh, dans le monde, un peu de choses négatives personnelles, mais je suis vraiment très très en colère. Moi, je dis dans le livre que la colère est une forme explosive de l'amour. C'est quelque chose de légitime. C'est important pour le militantisme. C'est important pour ressentir de l'émotion. C'est une colère saine pour dire et pour dénoncer quelque chose. Mais la colère est saine. Il n'y a pas d'autre colère que saine. La rage aigrie, l'aigreur est malsaine, puisque ça te donne envie de vomir, etc. C'est un cri porté contre soi. La colère, c'est la trace de ton humanité perdue. Puisque moi, j'ai envie de dire à ceux et celles qui nous écoutent, pourquoi vous n'êtes pas en colère? Pourquoi vous n'êtes pas assez en colère? Si nous étions vraiment tous en colère, comme moi, je me sentirais moins seul. Et là, la santé mentale pourrait être une guérison collective. Là, on aurait une santé mentale mutuelle, généralisée, d'autopréservation, pas que du corps, pas que de soi, mais un amour du soin collectif. Et ça, c'est un objectif révolutionnaire, puisque il s'agit d'un aspect sociétal, d'un aspect de la Oumma, d'un aspect de la communauté LGBTQIA+, d'un aspect décolonial pour les pays africains majoritairement sud-asiatiques, sud-américains. C'est d'avoir une communauté de pensée féministe, radicale, intersectionnelle, où on peut penser radicalement pour toutes les femmes et les minorités de genre, et non pas pour d'abord certaines femmes Et et ensuite d'autres. Et donc, à partir de ce moment-là, on crée ce qui permet une guérison collective, mais aussi un ailleurs pensable. Et c'est pour ça que j'ai été souvent maintenant pointé du doigt comme étant un militant poétique afro, on peut le dire aussi, mais arabo-féministe, mais arabo-futuriste, puisque j'imagine une utopie féministe, antiraciste, queer, musulmane, antivalidiste, etc., qui puisse accueillir l'émotion d'être entièrement qui on est, peu importe qui on est, avec une santé mentale au beau fixe, qu'on soit en entreprise ou ailleurs. Dans nos singularités, dans nos individualités. Et je finis le livre par Créons nos tribus, nos familles, nos communautés d'amour, Yallah. Merci beaucoup, Jamal. Merci, Donia. Merci de m'avoir été. Pour cet échange. Et j'espère que le message était là, parce qu'il y avait beaucoup de choses.